Bonjour, bienvenue sur la chaîne Marche Nordique et Techno. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Le sujet du jour, une séance aérobie en marche nordique que j'ai trouvé difficile. Alors de quoi je parle? Donc déjà de la façon dont Isa et moi on sert du cardio GPS, ce qui va permettre d'avoir des explications sur ce qui se passe. Je vais analyser donc deux séances, une que j'avais trouvée facile et une autre que j'ai trouvée plus difficile. Et de là on va essayer de trouver les vraies causes. On va revenir un peu à la théorie du sport, les filières énergétiques. Je vais vous parler également de la dette d'oxygène. Et donc vous verrez que tout ça, c'est un lien avec la séance que j'avais trouvée difficile. Et donc, je vais en déduire un certain nombre de choses. D'une part, en tant que coach, parce qu'un coach doit avoir des réflexions par rapport à tout ça, mais aussi en tant que compétiteur. Donc on y va, c'est parti. L'utilisation de la montre GPS, un cardio GPS. Alors Isa et moi, on est équipés de Garmin 745. Précédemment, on est équipé en Polar. Bon, c'est des grandes marques du marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur ces montres pendant la marche, après la marche? Alors effectivement, moi je considère ça comme ça. J'essaie de ne pas trop me perturber pendant la marche avec le minimum d'informations. Et ensuite, je vais regarder la séance que j'ai faite, ou même qu'Isa a faite, après la marche pour faire des analyses a posteriori. Donc ce qui fait que pendant la marche, j'ai peu d'indications. Donc la distance totale, donc ça va être évidemment très utile en compétition de savoir où est-ce qu'on en est. La vitesse instantanée, alors attention avec les détections de GPS un peu aléatoires, des fois, soyez pas surpris que vous passez tout d'un coup de 8 km/h à 6 sans avoir rien fait. Ça c'est simplement parce que les satellites ne sont pas forcément toujours visibles, notamment en forêt. Donc la vitesse instantanée, c'est une indication, mais à prendre avec modération. La vitesse moyenne, par contre, elle est beaucoup plus fiable, puisqu'elle vous décrit depuis le début à quelle vitesse vous avez marché. Alors ce qu'on ne voit pas sur cet écran-là, on a mis le passage à chaque kilomètre. Donc ça nous permet aussi d'avoir une notion de vitesse, puisque on va voir la durée du kilomètre. Donc je sais qu'à 8,30 par exemple, eh bien je dois être à 7 km/h, à 8 je dois être à 7,5, etc. Donc ça me donne tout de suite une indication de la vitesse à laquelle je marche. Et donc c'est tout pour les données que j'ai en temps réel, donc un minimum. Par contre, après la marche, quand on va transférer nos données sur le site Garmin Connect, eh bien, on va avoir plein d'informations, alors qui sont liées au modèle aussi. Plus vous payez cher, évidemment, plus vous aurez de choses. Alors, notamment la fréquence cardiaque. Alors, attention ici, les médecins vont être un petit peu choqués qu'on sert de la fréquence cardiaque, qui est considérée comme pas très fiable. C'est vrai que cette montre-là a un capteur au poignet. Et donc, par rapport à un capteur, à une ceinture, je dirais, bon, c'est beaucoup moins fiable. Bon, maintenant, je ne suis pas là à regarder à l'appui de ce près. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les tendances, et notamment au fil du temps, dans la semaine ou d'une séance sur l'autre. Donc, ce genre de choses. La vitesse de déplacement, on verra qu'on a une vitesse de déplacement en tenant compte des arrêts ou pas, donc ça peut être utile. Les temps de pause, on va voir que dans cet exemple précis, c'est utile. Le dénivelé, donc si vous montez ou si vous descendez. La cadence des pas, j'ai déjà parlé de ça dans augmenter l'amplitude. Et plein d'autres informations. Donc si on regarde deux séances dont je vous parle, le sujet de la vidéo. Première séance, donc ça c'est issu de Garmin Connect. Donc première séance, donc j'ai marché en zone 1. Donc zone 1 c'est le début la première zone d'endurance pour moi. Donc normalement assez cool. Donc effectivement je fais une 106 pulsations en moyenne. Et donc, alors que ma zone est à 117, j'ai marché à 7 km/h. Voilà. Donc avec une pointe à 8,7, ce qui explique un peu le fait que je sois en impact ici aérobie, là, 3,5, c'est-à-dire que c'est un petit peu d'effort quand même. D'accord. Deuxième séance, beaucoup plus cool. Là, vous voyez, on a marché à 3,7 km/h, ce qui est quasiment à la moitié de la séance d'avant. Les fréquences cardiaques un petit peu moins en moyenne, 91 ou 106. Par contre, en max, à peu près la même chose. Alors, donc ce qu'on peut tout de suite voir sur ces deux séances, bien sûr, c'est la vitesse moyenne. Il y en a une qui est à 7 km/h et l'autre 3,7. Donc clairement, c'est pas du tout les mêmes séances. Alors pourquoi ça m'a interpellé? Parce que à l'issue de la séance de droite, là, qui était vraiment peinard,
eh bien, j'ai eu mal aux jambes pendant un jour, voire 2 jours, et j'avais une sensation de fatigue, d'épuisement, alors qu'en fait, je marchais tout doucement. Donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, j'essaie de regarder et de comprendre ce qui se passe. Donc si on regarde en détail les 2 séances, donc ça c'est la séance en endurance, donc où j'ai marché à 7 km/h. Donc on voit que ma vitesse est constante quasiment, un chouïa après. Je suis quelqu'un qui est assez métronomique. Je pense que c'est dû au fait que j'ai fait la batterie, la percussion pendant pas mal d'années. Et donc j'arrive à me caler assez facilement sur un certain rythme. Donc voilà, alors avec des fréquences cardiaques qui montent et qui descendent, mais de manière avec une amplitude quand même assez faible, hein. D'accord, l'amplitude de variation est faible. Deuxième séance, qui est la séance rando. Alors justement, je vous le dis, là, ce jour-là, j'avais marché avec des randonneurs, donc qui habituellement marchent quand même beaucoup, beaucoup moins vite que nous. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a énormément d'arrêts. On le voit ici sur la vitesse en bleu, là. Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'arrêts. J'ai dû en compter une quinzaine à peu près, hein, une quinzaine d'arrêts. Donc effectivement, une vitesse moyenne très basse, mais un grand nombre d'arrêts. Et donc c'est de là que va venir l'explication du problème. On va parler maintenant de la théorie de l'énergie dans le sport, hein. Alors, toutes les diagrammes que j'ai pu récupérer, eh bien, je vous mets les sources, hein, dans la description de la vidéo. Donc, en particulier une qui s'appelle Sport Santé, je crois, sur YouTube, hein, qui est très très précise. Un peu trop pour moi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chimie, et je dois vous avouer que la chimie n'était pas ma matière forte à la fac. Enfin bref, les filières énergétiques. Donc ici on voit un diagramme, alors qui paraît un peu compliqué de premier abord, mais que je vais vous expliquer. Donc ici, première filière, l'anaérobie alactique. Donc déjà dans anaérobie, on est en absence d'oxygène. Et alactique veut dire que on est en absence de lactite, et en particulier les spécialistes parlent de lactate, hein, c'est-à-dire qu'il y a une production différente d'acide à l'intérieur du corps dans cette filière-là. Donc cette filière-là, on le voit sur le diagramme en bas, elle est très brève, hein, elle dure très peu de temps, hein, puisque allez, jusqu'à 20-30 secondes maximum, c'est complètement fini, il n'y a plus rien. D'accord. Par contre, ça démarre tout de suite, quasiment tout de suite, hein. Enfin, il y a un temps de récupération, de reconstruction qui est de l'ordre de 6 à 8 minutes. Alors, qui utilise cette filière? Ben, essentiellement, les sprinters, hein. C'est des gens qui ont besoin de démarrer au coup de pistolet à fond la caisse et qui ont une durée d'effort qui est assez brève. Alors, il y a d'autres catégories, hein. Les haltérophiles, c'est pareil. Quand ils doivent soulever une masse un poids de 100 kg, là, eh bien, ça dure très peu de temps, mais l'effort est maximum. D'accord. À l'inverse, nous, en marche nordique, on n'est pas vraiment concerné par cette filière. Deuxième filière, en violet. Alors, on voit que la courbe démarre plus tard, hein. Ça veut dire que le temps de démarrage de la filière anaérobie lactique, cette fois-ci, est plus long. Donc, on va mettre plus de temps à passer dans la filière anaérobie lactique. Alors, anaérobie, on est toujours en absence d'oxygène, et lactite, on va produire des acides, hein, qui vont avoir une certaine influence sur la sensation de douleur, hein, sur la sensation de douleur musculaire notamment. La puissance est toujours élevée, même si là, on arrive à la moitié, hein, par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup moins élevé. Par contre, ça peut durer plus longtemps, hein, jusqu'à 2 minutes. Ce qui fait que les gens qui font du 200, voire même du 400 mètres, hein, sont dans cette filière. Alors d'autres catégories, hein, les footballeurs, c'est pareil. Les footballeurs sont des gens qui courent assez rapidement, mais pas tout le temps. Il suffit de regarder un match de foot pour le voir, hein. Vous avez, pendant une assez grande partie du match, les gens sont à l'arrêt ou à un déplacement très lent. Par contre, quand ils y vont, ben là, il faut vraiment qu'ils envoient du steak, hein, pour aller chercher le ballon ou le mettre dans les filets. Donc voilà une catégorie, les footballeurs. Alors nous, en marche nordique, on peut être concerné par cette filière-là. C'est les périodes de sprint, hein. Vous êtes à quelques centaines de mètres de l'arrivée, là. Vous avez des concurrents que vous voulez éliminer. Eh bien, vous pouvez passer dans cette filière-là pour arriver à gratter les quelques places dont vous avez envie. La reconstruction demande du temps, par contre, hein. La récupération, on peut avoir 1h30 de récupération. Troisième filière, qui est celle qui nous concerne majoritairement, on va dire, la filière aérobie. Donc là, on en a en consommation d'oxygène. Alors, ce qu'on note, c'est que cette filière-là met du temps à démarrer. Là, on voit sur le diagramme 2 minutes à peu près. Bon, ça dépend du niveau d'entraînement des gens, hein. Des sportifs aguerris, effectivement, peuvent mettre moins de 2 minutes à passer dans cette filière, mais d'autres,
moins entraînés vont mettre jusqu'à 4 minutes. Donc 4 minutes, c'est énorme, hein, parce qu'il va falloir attendre 4 minutes pendant lesquelles vous allez consommer sur les autres filières, les filières d'avant, qui ne sont pas qu'avec des avantages, on vient de le voir, hein. La récupération, quant à elle, peut durer plusieurs jours, hein. Il suffit d'avoir fait des épreuves assez dures ou assez longues, hein, comme un marathon, pour se rendre compte que vous ne récupérez pas en quelques minutes. Quant à la durée, je viens de la zapper, mais vous l'avez lu, la durée d'effort peut atteindre des heures, hein. On le voit sur des ultra-trails, il y a des gens qui font des trails qui durent 24 heures, et ils arrivent quand même à tenir sur cette filière aérobie. En conséquence de ça, les deux premières filières, anaérobie, donc en l'absence d'oxygène, eh bien, il n'y a pas de miracle, hein. Je crois que c'est Lavoisier qui aurait dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, l'oxygène qu'on n'a pas consommé au départ, eh bien, il va être considéré par le corps comme une dette qu'on va devoir récupérer par la suite, hein. C'est ce qu'on voit ici. Au début de l'effort, eh bien, on n'a pas assez d'oxygène par rapport à l'effort qu'on fournit. Donc, ok, les muscles, avec tout comment dire, de réactions chimiques, permettent quand même de faire l'effort, mais on a une dette qui se cumule. Et cette dette, on va la retrouver quand? On va la retrouver après l'effort. Donc, je vais vous montrer l'exemple ici d'une sprinteuse, hein, Patricia Girard, lors du premier relais du 4x100 mètres du championnat du monde 2003. Et donc vous allez voir maintenant ce que c'est que la récupération d'une dette d'oxygène. Donc on assiste là à l'interview de Patricia Girard par Nelson Montfort. Là on est sur le 4x100 mètres championnat du monde en 2003. Donc pour la petite histoire, mais aussi pour l'exemple, hein, Patricia Girard était la première relayeuse. Hein, ce qui fait que là on doit être au moins à peu près une minute, environ une minute, hein, après son arrivée de course. Donc c'est ça qui est intéressant à noter. Ça fait à peu près une minute qu'elle est arrivée. Médaille d'or en relais, c'est une première absolue pour la France. Ben oui, on la voulait cette médaille et on s'est bien préparé pour. Et c'est vrai que les filles, elles me font un super cadeau. Mais au départ, je voulais rien lâcher. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur Muriel, je savais que ça allait passer. Voilà, donc on constate qu'elle est encore bien essoufflée alors qu'elle a fini son exercice depuis longtemps. Donc là, clairement, elle est en pleine récupération de sa dette d'oxygène. Qu'est-ce que je peux déduire de tout ça? Alors avec mes deux casquettes, si je peux dire, hein, la casquette de coach, puisque je coach encore quelques personnes, hein, et notamment Isabelle, mon épouse. Donc là, il y a une certaine vision de la chose, et en tant que compétiteur. Alors, en tant que coach, première chose, ben on vient de le voir avec la séance difficile pour moi, éviter de découper la séance en un trop grand nombre de petits morceaux. En particulier, si les morceaux sont difficiles avec un temps de récupération long entre, eh bien à chaque fois, on va repartir, je viens de vous le dire, à récupérer une aérobie au début de l'effort. Et cette reprise d'aérobie peut demander entre 2 et 4 minutes, ce qui est quand même assez long. D'accord? Donc s'il y a des petits morceaux, eh bien l'idéal c'est que les gens ne puissent pas redescendre complètement entre chaque morceau. Donc, en particulier, si les morceaux sont difficiles, hein, donc par exemple faire des fractionnés avec 5 minutes de récup à chaque, bon, ça n'a pas vraiment de sens, puisque vous allez de nouveau repartir. Un exemple extrême, justement, c'est un fractionné court. Imaginons que je fasse du fractionné sur 30 secondes. Eh bien, si je m'arrête une ou 2 minutes à chaque fois, eh bien, ça ne va pas le faire, puisque je vais repartir dans un régime où je dois reprendre de l'aérobie au départ, et je ne vais pas avoir le temps en plus de l'atteindre. Donc, vous voyez, ça ne collera pas. Bien faire la montée en régime en début de séance. Bah oui. Hein, si on part directement sur du 7 km/h pour des gens qui ne sont pas habitués à le faire, c'est pas possible puisque, on vient de le lire, ils vont avoir du temps pour atteindre ce régime aérobique leur permettant de le faire. C'est pareil les groupes de niveau. Donc ça, c'est une situation que j'ai pu vivre au début de mon activité de marcheur nordique. Quand vous faites marcher en même temps des gens qui marchent à 7 km/h et d'autres qui marchent à 5, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ceux qui marchent à 7 vont toujours s'arrêter pour attendre les autres. Et ils vont s'arrêter longtemps. Bon, j'ai pu voir des fois des temps d'attente de 15-20 minutes. Et donc, en gros, eh bien, à chaque fois, ils repartent à zéro. Et donc, à chaque fois, ils repartent avec les 2, 3, 4 minutes de remontée en régime pour partir sur le régime aérobie. Hein, donc, c'est assez désagréable pour eux, ce qui fait qu'ils ont des séances qui leur font mal. Alors d'autres choses, hein, bon, si vous êtes coach, hein, vous pouvez avoir constaté d'autres choses, hein, avoir des idées d'autres choses. Tout ça, ce sont des expériences personnelles. Hein, donc je vous livre là ce que je vois, ce que je comprends personnellement. Donc vous en tirerez ou pas un avantage pour vous.
Deuxième casquette, donc depuis quelque temps, je fais de la compétition. Bon, ça fait à peu près 1 an que je m'y mets sérieusement. Donc bien s'échauffer avant le départ et au plus proche du départ. Ben, l'idéal, c'est d'arriver proche du départ avec déjà un régime aérobie. Hein, si vous êtes déjà bien chaud, eh bien ça va être plus facile, vous n'allez pas avoir cette surconsommation. C'est la raison pour laquelle on voit des gens qui sont en contre-la-montre en vélo, là, eh bien, qui moulinent comme des malades sur le vélo qui est posé sur je ne sais plus comment on appelle ça, le trainer, là, qui est posé au sol. Eh bien, ces gens-là, ça paraît bizarre, mais ils se mettent déjà en condition avant le départ pour partir directement et pas avoir ce temps d'attente, hein, de la montée en régime aérobie. D'accord. À l'inverse, surveillez la vitesse lors du départ. Donc vous êtes dans l'euphorie, hein, il y a de la musique, il y a les très bons qui sont là, vous attendez depuis un certain temps, donc là vous êtes tout fou. Donc c'est pas rare de se laisser entraîner beaucoup plus vite. Bon, sans aller très loin, je me rappelle la première compétition que j'avais faite, là c'était à la Grande Motte. Eh bien, dès le départ, au bout de, je sais plus combien, 300-400 mètres, on était à 8,5 km/h. Et donc là, j'avais Isa à côté de moi, j'ai dit non, non, ça va pas faire, là, on est obligé de ralentir. À l'époque, je marchais pas du tout à cette vitesse-là, donc si j'avais continué comme ça, eh bien, j'aurais été explosé. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un copain avec qui je faisais des semi-marathons, là. Ce gars-là valait à peu près 5 minutes au kilo, hein, sur la distance. Et il ne pouvait pas s'empêcher de le faire. Premier kilomètre, il était à 4 minutes. Inévitablement, dernier kilomètre, il était à 7 minutes. Tout ça, pourquoi? Parce que il consommait beaucoup, beaucoup trop de régime anaérobie dans le départ. Et après, ça se payait au prix fort. Donc bien voir ce que l'on fait par rapport à sa performance. C'est pour ça que je regarde régulièrement ma vitesse en compétition. Dans le même ordre d'idée, se méfier des accélérations trop brutales, c'est pareil. Hein. Vous allez sortir du régime aérobie. Hein, vous avez un groupe devant vous que vous voulez absolument rattraper. Donc là, là aussi, je surveille ma vitesse. Hein. Personnellement, j'arrive difficilement à plus de 8,5. Donc si je vois que pour rattraper le groupe, je dois passer à 8,7, bon, c'est pas la peine. S'ils sont loin de l'arrivée, c'est pas la peine, je vais pas les rattraper. Donc ça vous évite de vous cramer, comme on dit. Dérouler après la compétition. Donc là, on est à la phase de récupération, de descente du régime aérobie, avec éventuellement une dette d'oxygène. Donc là, c'est bien de ne pas s'arrêter brutalement, hein, pour que le corps progressivement récupère son mode repos. Alors dans le même ordre d'idée, j'aime bien dérouler en faisant du vélo. Hein, je trouve que d'être porté en déroulé en vélo, ça me permet de bien éliminer les douleurs, hein, tout ce qui avait trait au lactate dont je parlais tout à l'heure. J'aime bien faire du vélo après une compétition. Et d'autres choses que vous verrez, hein, que vous avez déjà vues. Encore une fois, tout ça, c'est une expérience personnelle. La vidéo arrive à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour être informé de la suite des vidéos et à partager. Là, c'est plutôt pour nous, hein, c'est pour nous permettre d'améliorer la visibilité de la chaîne et donc faire en sorte que plus de personnes puissent la voir. Merci encore et à bientôt.